Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, c'est sous l'angle de la célébration bien assumée d'un moment charnière de ma carrière professionnelle que je te convie à ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, en fait, on souligne les 2 ans de fondation de ma maison d'édition. 1 million de rêves. Un projet qui, au niveau du nom, a pris naissance suite au visionnement d'un film, mais qui, dans la matière, a trouvé son essence, a trouvé son identité, a trouvé sa structure, a trouvé sa raison d'être grâce à l'intervention impromptue d'une auteure que j'accompagnais qui m'a tout simplement demandé: Jérémy, je souhaite vraiment que tu sois celui qui va publier mon livre. De cette demande, est née une entreprise, est né un mouvement, est née la concrétisation d'une vingtaine de rêves jusqu'à maintenant. Pour en savoir plus sur les coulisses de cette belle histoire, on se retrouve de l'autre côté du thème musical. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux: Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Dans les éléments cocasses qui surviennent lorsqu'on enregistre un podcast et qu'on le fait sans filet, ben, c'est que tu vois, ce que je te livre aujourd'hui, là, ben, il y en a une version alternative qui existe dans un univers parallèle parce que la veille, en fait, hier, je tournais cet épisode et je l'ai fait tôt. Et au moment de partir pour aller déposer mon grand garçon Médéric à l'école secondaire, ben, je me suis dépêché de fermer l'ordinateur pour le prendre avec moi et aller m'installer par la suite dans un café pour le reste de ma journée. Et le fichier ne s'est jamais converti. Il s'est déposé du nuage vers mon disque dur, mais n'a jamais eu le temps de faire sa conversion. Ce qui fait que quand j'ai voulu réécouter pour m'assurer que tout était correct, ben, il n'y avait qu'un fichier vide qui se présentait à moi. Alors, prise 2 pour moi, prise 1 pour toi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai de la pratique, alors je vais être encore meilleur. Je t'ai annoncé d'entrée de jeu qu'on allait parler d'1 million de rêves, mais avant de parler d'1 million de rêves, je veux vraiment prendre le temps. Tu le sais maintenant, depuis l'épisode 11, moi, je fais partie de ces personnes qui apprennent à célébrer le chemin parcouru. 1 million de rêves, dans les faits, c'est ma quatrième entreprise. Je viens d'une famille où il y avait zéro entrepreneur. J'ai appris à entreprendre au contact des gens qui m'entouraient dans les mandats que j'ai réalisés. Quatrième entreprise. Paradoxalement, cette quatrième entreprise est directement liée à la toute première que j'ai fondée au tournant des années 2000. J'avais à ce moment-là 23 ans et je fondais avec mon cousin Emmanuel la maison d'édition Utopica. Utopika. Va pas chercher sur la toile, tu ne trouveras pas cette entreprise-là. Il n'y a plus rien qui existe. Euh, Avant de lancer cette première maison d'édition, je travaillais en développement, en démarrage, en pré-démarrage d'entreprise. Alors, j'intervenais auprès des jeunes de 16 à 35 ans qui souhaitaient démarrer une entreprise. Mon expertise à ce moment-là, il n'était pas tant dans le volet administration, mais vraiment sur comment on détecte le potentiel entrepreneurial d'une personne, comment on lui en fait prendre conscience. Et là, ben, à force de travailler avec des jeunes qui voulaient partir un restaurant, un commerce, un mini-pot, un cinéma, bon, on était au début des années 2000, là, il y a des affaires qui étaient plus populaires qu'elles le sont aujourd'hui. J'étais dans un secteur rural aussi, alors il y avait déjà des projets de marché, mais il y avait des projets aussi semi-industriels. Bref,
peu importe le domaine d'activité dans lequel les jeunes voulaient se lancer, ben moi, à chaque fois, je tripais ma vie à les écouter se raconter, à les voir se projeter dans la réalisation, dans la réalisation, dans les succès qu'ils allaient connaître avec leur projet. Alors, évidemment que je revenais à la maison et je parlais autour des gens qui m'entourent, avec les gens qui m'entouraient. Pardon. Et là, je vais reprendre mon gaz égal. On dirait que j'ai tellement de choses à dire. Alors, de retour à la maison, je communiquais mon enthousiasme avec les gens de mon entourage. Et parmi ma garde rapprochée, à ce moment-là, il y avait mon cousin Manu, avec qui je joue au basket à tous les jours. Manu est un artiste. Manu est un Disney. C'est le Disney du Québec. Il est de cette trempe-là au niveau de son génie créatif, pour plein d'autres raisons dont on parlera peut-être, toi et moi, un jour, quand je me sentirai prêt. On pourra parler de cette histoire-là avec Manu et de ce qui fait que souvent, la ligne elle est très mince entre le génie et la folie. J'arrête ça ici. Je discute avec Manu, je lui parle de tout ce que je vois passer comme projet. Lui, parallèlement, travaille sur mille et un projets créatifs, sur des projets de dessins animés, des projets de films, des projets de livres. Manu, c'est une usine à projets. Et il me dit, et si on lançait quelque chose ensemble? Je travaille actuellement sur deux projets. Il y en a un que je pourrais prendre et le transformer pour en faire les fondements d'une entreprise. Et toi et moi, on pourrait fonder une maison d'édition spécialisée en bande dessinée. C'est excitant, là. C'est vraiment excitant. Et il me dit ça, et là, ben, tout se met, mon corps s'anime, chaque cellule se met à vibrer. Puis là, moi, je me vois déjà entrepreneur. Le projet, il n'existe même pas, il a juste été nommé, mais déjà, je le sais que ça va arriver. Alors, de fil en aiguille, Manu et moi, on se met à travailler les soirs, les fins de semaine sur le projet. On précise, et là, ce qui est très, très clair, c'est que non seulement on veut fonder une maison d'édition de bande dessinée, mais qu'on veut devenir la référence francophone nord-américaine dans un style mixte qui allait jumeler la bande dessinée américaine et la bande dessinée franco-belge dans le format. Si toi, ça te dit rien, hein, ben ça ne me dit rien, moi non plus. J'ai appris. Pour illustrer la chose, imagine-toi au niveau de la culture populaire qu'on prend une bande dessinée, par exemple Spider-Man. Alors, quand on va dans les librairies, on voit Spider-Man. Souvent, ces bandes dessinées-là sont flexibles, sont de plus petits formats, couverture souple, alors que du côté de la bande dessinée franco-belge, on est dans un couvert cartonné, dans un format plus grand, plus costaud, une facture visuelle et un contenant de meilleure qualité aussi. Et là, nous, ce qu'on se dit, c'est faisons du super-héros dans le format du franco-belge, couverture cartonnée, il n'y a aucune limite et on a une superbe histoire. À ce moment-là, c'est l'histoire de Namael, un ange vengeur qui va défier Dieu pour la survie de l'humanité. Il y a des jeux de coulisses, il y a un univers mythique. Ça, là, c'est tout dans la tête de Manu, c'est pas dans la mienne. Parce que pendant que lui se lance dans l'élaboration de ce projet-là, ben moi, je me lance dans la mécanique. Alors, évidemment, je travaille sur le plan d'affaires. Je commence à m'amuser avec une étude de marché. On commence à regarder nos éléments différenciateurs. On commence à évaluer la compétition. Et rapidement, on se rend compte que dans le milieu de l'édition, ce qui devient le cheval de bataille, ce qui devient le facteur de succès, ce qui a en fait, ce qui a en prise, ce qui fait qu'un projet va réussir ou non, c'est la relation avec le distributeur. Or, dans le domaine spécialisé de la bande dessinée, un gros distributeur accaparait à ce moment-là 90% du marché et c'est Diamond Comic Distributor. À partir des ventes générées par Diamond Comics dans des revues sectorielles, on a pu estimer une grandeur de marché potentiel. Et là, Sky était de limite, là. Il n'y en avait juste pas de problème. Nous, on allait devenir deux jeunes Québécois de la rive sud de Montréal, deux petits culs de Boucherville, du Québec, du Canada, qui allions révolutionner cette industrie-là. Bon, là, je vais utiliser une expression qui m'a fait bien sourire lors d'une rencontre avec Marissa la semaine dernière. Et boy! Ce qu'il y a de beau là, avec la candeur de la jeunesse, c'est que tout est possible. Maintenant,
Un élément déterminant de cette première aventure entrepreneuriale constitue aujourd'hui une pierre d'assise de ma maison d'édition 1 million de rêves, et c'est celle de la souveraineté, de l'autonomie. Lorsqu'on a décidé de se lancer avec Utopica, moi, ce que je connaissais, c'était toutes les fonds qui étaient disponibles pour de jeunes entrepreneurs, fonds qui devenaient disponibles évidemment à la condition qu'on réalise un plan d'affaires en bonne et due forme, avec des projections financières sur minimalement 2 ans, idéalement 3, avec une progression dans les ventes, progression dans les marges. Là, moi, mon secteur, là, c'est pas comme vendre des petits gâteaux, là. C'était vendre des bandes dessinées dans un format qui n'existait pas à l'époque. On a fait ce qu'on devait faire. On a cogné aux portes des subventionnaires que je connaissais, dépose le plan d'affaires, réception très, très bonne des gens autour de nous et des employés de première ligne. Une des subventions s'appelle Soutien au travail autonome. Jeune subvention qui, en fait, se veut l'équivalent de prestations de chômage, mais alors qu'on est en démarrage d'entreprise. Cette formule-là, elle existe pour faire en sorte qu'au niveau des liquidités, il y a des sous qui rentrent dans le portefeuille des promoteurs pendant qu'ils sont en développement de leur projet en implantation. Alors, évidemment, c'est ce qu'on vise. La veille de notre présentation au comité de financement soutien au travail autonome, je reçois un appel. Un appel dans le cadre duquel on m'informe que ça ne vaut pas la peine que je me déplace, que Manu et moi, notre présence, elle n'est pas requise au dit comité parce que le subventionnaire, l'employé gouvernemental représentant le bailleur de fonds, accuse une fin de non-recevoir de notre dossier parce que dans les éléments de notre histoire, dans les éléments visuels développés, il y a là des trucs qui lui donnent la chair de poule et elle se réfugie derrière une clause de la subvention qui dit que Emploi Québec ou tout autre organisme gouvernemental ne peut être associé de près et de loin à un projet, à une œuvre qui porte préjudice au gouvernement du Québec. Et là, il y avait des clauses de violence, sexualité, religion, bref. Tout ça, là, c'était là. Alors, cette personne-là, sur la seule fois de son appréciation, a décidé que le projet était terminé. Benoît, je m'en souviens très bien, était mon interlocuteur au téléphone. Et je lui ai dit, tu sais quoi, Ben, on va se présenter pareil. Parce que ça fait des semaines que je pioche sur un plan d'affaires, parce que ça fait des semaines qu'Emmanuel travaille sur le créatif, parce que ce projet-là, on y croit mordicus. Alors, on va se présenter et advienne que pourra. Le lendemain, le comité a lieu. On fait notre présentation. Aujourd'hui encore, là, je peux te le dire, si tu es avec moi en vidéo, tu le vois dans mes yeux. Fierté fois 1 million. On fait une présentation incroyable. De véritables feux d'artifice proposés par deux petits proutes du début vingtaine. Tellement qu'à la fin de la présentation, suite aux interactions que j'ai eues, aux questions qui nous ont été posées, aux réponses brillantes qu'on a fournies, je dis bien brillantes, dans ma tête, là, je me dis qu'on a réussi à renverser la tendance et que on va avoir été monopolisé, en fait, une masse critique, sinon la majorité des gens du conseil, et qui vont réussir à convaincre le bailleur de fonds. Ça n'a pas été très long. De mémoire, je pense que ça a pris 1 heure là, à la fin du comité, avant qu'on reçoive l'appel qui nous disait qu'on ne l'avait pas, que le gestionnaire, en fait, que l'employé a décidé de maintenir sa position et que ça rendait caduque tous les autres échanges qu'on avait eus auparavant. Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas le genre à m'écraser non plus. Je demande tout de suite à Benoît, Benoît, est-ce qu'on peut faire appel de cette décision-là? Ce à quoi il me dit, ben oui, tu peux faire appel, Jérémy, vous pouvez faire appel, mais ça ne changera absolument rien aux éléments factuels, statutaires qui sont dans la description de la subvention et derrière laquelle, en fait, se cache le fonctionnaire. Je dis, est-ce que tu me permets de déposer appel? Donne-moi une semaine ou deux et je te reviens avec des éléments qui devraient nous donner un coup de main. Il me dit oui. Est-ce que je sais où je m'en vais à ce moment-là? Zéro, niet, nada, le néant. Mais il n'est pas question qu'on se laisse comme ça, sur la base d'une seule opinion, tasser du revers de la main.
Je me dépêche, je prends le téléphone. Premier appel, ministère de la Culture. Deuxième appel, ministère du Développement économique et de l'Innovation. Ministère du Développement, de l'Innovation, Économie, bref, MDEIE à l'époque. Et je prends rendez-vous aussi avec mon député provincial. Première rencontre au ministère de la Culture, présentation de nos œuvres, du volet visuel, de l'appréciation littéraire, de l'appréciation graphique et des techniques utilisées, de quelle façon on utilise le numérique pour gagner, en fait, comment on met en place notre séquence de production pour optimiser notre temps. On sort de cette rencontre-là avec un avis positif sectoriel d'appréciation de la démarche artistique sur tous les aspects et sur l'aspect innovateur aussi de la mise en marché qu'on propose. Rencontre suivante au ministère du Développement économique, on présente notre niche de marché, la stratégie de marketing et de quelle façon on va s'y prendre et les retombées aussi. À ce moment-là, on nous reconnaît un caractère novateur et on sort de la rencontre avec un avis sectoriel économique cette fois-là, positif sur le volet de notre projet, le volet économique, le volet financier. Dernière rencontre avec notre député François Beaune. Incroyable personne. François, évidemment, est un amant des arts, comprend tout de suite, voit la fougue dans nos yeux, voit notre détermination, nous écrit une lettre de recommandation dans laquelle il souligne notre potentiel entrepreneurial, notre volonté d'innover, de repousser les barrières et reconnaît que ce projet-là peut, à terme, faire rayonner le Québec sur la scène internationale si tout est bien orchestré. Là, si tu me suis, là, ministère de la Culture, ministère du Développement économique et député provincial, 3 instances directement liées, 3 bras agissants du gouvernement du Québec. 3 avis qui viennent dire que notre projet est à forte valeur ajoutée selon 3 perspectives différentes et tout ça signé du sceau du gouvernement du Québec. On dépose, comité d'appel a lieu, situation renversée, subvention octroyée. C'est un gain à ce moment-là dans notre tête pour l'humanité. Là, il n'y a plus aucune limite. La réalité, là, avant même qu'on continue dans l'histoire, c'est que nous, avec Utopica, on se voyait déjà très, très gros. Emmanuel voyait déjà le bureau dans le vieux Montréal avec des grandes fenêtres qui laissent rentrer la lumière, des postes de travail à air ouverte, un contingent d'artistes, de dessinateurs, de créatifs. Et puis, dans l'entrée, en fait, lorsqu'on arrive du vieux Montréal et qu'on rentre dans la bâtisse, il y a là une aire d'accueil avec des sketchs, beaucoup de visuels, une charmante personne qui nous accueille, le café empli, vient nous darder, vient nous séduire. L'odeur du café, quand on entre, on se sent déjà à la maison et on a juste le goût de se dépasser. La réalité, c'était que notre bureau était dans le sous-sol des parents à Emmanuel et dans sa chambre, en fait. Le matin, là, ben, j'arrêtais au Tim Hortons chercher mon café. On n'était pas dans les grandes machines à café qu'on voyait, nous, de notre côté. Et au lieu d'avoir une personne compétente, joviale, charismatique pour accueillir les gens, ben, c'est plutôt Manu, souvent en sous-vêtements, en bobette, qui était déjà assis sur sa chaise parce qu'il venait de sortir de la douche quand moi j'arrivais le matin, qui faisait office de secrétariat. On n'était pas dans le jet set, dans la réalité, mais dans notre tête, on y était déjà. Alors, on revient. Appel renversé, le projet peut aller de l'avant. Là, je vais te faire une très longue histoire courte. Là. 1 an et demi plus tard, Utopica fermait ses portes. Utopica fermait ses portes parce qu'évidemment que je n'ai pas livré une partie de mon mandat. Je me suis fixé des limites, je me suis reposé sur Manu, je me suis vu en appui à son projet. Je ne me voyais pas comme un promoteur, je me voyais comme un administrateur. Et d'après moi, tout ça, toute la réussite du projet reposait sur Manu. Ça nous a coûté. Il y avait ses torts aussi, on en a tous dans la vie, mais ça a fait qu'un divorce professionnel est devenu aussi une cause de mini-chaos relationnel. Alors, Manu, avec qui je passais toutes mes journées, ben là, j'ai arrêté de le voir. À travers tout ça, j'avais rencontré Julie.
Ma réalité n'était plus juste celle de rêver à une entreprise. Je rêvais de fonder une famille. Je rêvais de revenir rapidement à la maison pour la retrouver. Moi, là, si tu fais le décompte, tu te rends compte qu'on était au début des années 2000. Julie et moi, on se connaît depuis 98, 99. Ça va faire 25 ans bientôt. Un facteur d'éléments a fait que. Mais j'ai compris à ce moment-là que si un jour je me relance en affaires, ben, il fallait que je sois all-in, que je la joue, que je mette de l'avant mes compétences, que je sois passionné, que je me sente impliqué et que je m'entoure de gens qui viennent pallier à mes faiblesses, mais que je ne me repose pas sur les autres, que je m'assure de toujours être celui qui, en bout de ligne, est imputable dans le processus. Utopica a fermé. Saut dans le temps, quelques années plus tard, je suis à la mi-trentaine et on fonde on fonde Destination Magog Offord. Je suis maintenant en Estrie. Destination Magog Offord est une entreprise de promotion touristique. Ce qu'on veut, nous, c'est aller vers les organisateurs de voyages et leur offrir un clé en main. À ce moment-là, là, j'ai exécuté un mandat à la Chambre de commerce. J'ai remporté de très grands succès euh, à la fête des vendanges Magog Offord, qui est un événement touristique d'envergure. Et puis, on me reconnaît évidemment un très bon réseau de contacts et de fortes aptitudes en développement. Alors, je m'associe à Brigitte et Manouchka, on fonde une entreprise. Encore une fois, je ne suis pas capable de partir toute seule. Je dois m'associer à des gens parce que je ne me pense pas, en fait, je ne me vois pas comme étant une pierre d'assise d'un projet qui est en fait un facteur de succès. Je suis un élément de la chaîne, mais je ne peux pas être plus. Ça, c'est moi à ce moment-là. Notre fait d'armes avec Destination Magog Offord a été d'organiser la venue en sol magogois du tournage d'un épisode de La Petite Séduction. On a reçu à ce moment-là Sonia Benezra comme invitée vedette. Pendant plusieurs mois, ça a fait vibrer la ville ici. On a eu la chance de rencontrer plein de nouvelles personnes. C'est devenu un gros happening, un point de rassemblement. Ça fait partie des sources de fierté de notre région. Et puis moi, ça fait partie des belles histoires que j'ai à raconter quand je parle de mes entreprises. Maintenant, ce fait d'armes-là était le seul. Pas longtemps après, ben, je demandais à ce qu'on rachète mes parts parce que je ne me sentais pas à ma place. Parce que. Et après ça est arrivé ben, Le Gardien de phare dans ma vie, fondé pour mes 2 livres. Et après ça, ben, l'histoire tu connais. 1 million de rêves est arrivé en avril 2021, dûment incorporé. D'ailleurs, le plus beau symbole que j'ai d'1 million de rêves, c'est suite à ma rencontre chez Lynn Couture, qui est une amie, qui est une notaire d'exception, qui est une personne vraiment fabuleuse. Et puis, elle me remet mon livre de minutes. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un livre de minutes, c'est un cartable dans lequel on retrouve les procès-verbaux et toutes les traces légales de l'entreprise. Et sur l'épine du cartable noir, il y a là un médaillon or sur lequel est gravé 1 million de rêves. C'est une image qui tout de suite m'a marqué. Le nom 1 million de rêves, il vient de où? 1 million de rêves n'était pas destiné à être une maison d'édition. 1 million de rêves était destiné à être un mouvement qui incitait les gens à identifier des rêves, les partager autour d'eux, pour qu'au cumul des partages, on fonde une grande communauté dans laquelle 1 million de rêves allait être manifesté. Ce projet-là n'a pas vu lieu, n'a pas eu lieu, n'a pas vu le jour. Par contre, j'avais déjà fait designer le logo. J'avais déjà des valeurs très fortes derrière. Et puis quand Vicky May, pour ne pas la nommer, m'a demandé de la publier et que je lui ai dit, je ne peux pas le faire avec le Gardien de phare, c'est une entreprise qui est trop intime, c'est quelque chose qui est trop identifié à qui je suis. Elle m'a dit, oui, mais fonde-en une autre. Fonde une autre entreprise. On n'est pas une entreprise près dans la vie. Puis je dis, ben oui, tu as raison. Alors pendant une marche, alors que je me questionnais, ben, je me suis rappelé qu'1 million de rêves existait et que le mariage allait se faire. C'est à ce moment-là que tout l'univers a pris sa place. Depuis avril 2021, et là, je tiens à les remercier, j'ai fait la liste. Parce que quand j'ai décidé, avant même de les remercier, quand j'ai décidé de fonder 1 million de rêves, j'ai décidé que je ne referais pas les mêmes erreurs que j'avais fait avec Utopica. Utopica, j'avais tout basé sur, d'une part, Emmanuel, je m'en remettais à lui, et d'autre part, 100% de notre structure financière était basée sur les subventions. Alors, on était à la merci
des organismes en développement, on était à la merci des gestionnaires de fonds. Et bien que souvent ces fonds-là soient créés sur des bases objectives, il y a une forte part de subjectivité dans la vie qui fait que c'est jamais de l'acquis. De toute façon, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Avec 1 million de rêves, j'ai pris la décision dès le départ de ne pas déposer de demande de reconnaissance, d'accréditation, de subvention auprès du ministère de la Culture. Ça ne m'intéresse pas. J'ai aussi fait le choix de ne pas rentrer dans le réseau traditionnel des maisons d'édition pour qui souvent ce que l'auteur va trouver sexy, va trouver excitant, c'est la pertinence, la présence en librairie. Tout un débat là-dessus. Ça fera l'objet d'un prochain épisode. Mais il y a toute une nuance à faire entre être disponible en librairie et être commandable par une librairie. Tu comprends? Disponible en librairie et commandable via. Alors, si moi, demain matin, je vais chez Renaud-Bré pour ne pas le nommer et que le livre que je souhaite avoir n'est pas là, mais qu'il est catalogué, si le commis a envie de m'aider, va le commander et on va le recevoir. Ou il va me dire de passer en ligne et de le faire. Rendu là, c'est plutôt la présence en librairie qui devient le facteur déterminant dans l'acte de consommation. Ça veut dire que moi, j'étais déjà prêt à acheter, je cherchais juste où. C'est pas mal plus dans comment on fait connaître comment on achète que pourquoi on est en librairie. Il faut aussi savoir que quelqu'un qui passe par l'édition traditionnelle, un auteur qui va avoir mis ses tripes sur la table, bien qu'il ne prenne pas de risque financier dans la publication du livre, il va quand même juste obtenir à la toute fin 10% de ristourne sur un livre. Alors, 20 il te revient 2 Le 2 il était versé à quelque part, entre 12 et 18 mois. C'est pas là-dessus que tu comptes pour faire ton épicerie. C'est pas là-dessus que tu vas miser un changement de carrière. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait du développement économique. J'ai fait du redressement d'entreprise. Ça m'excite. Je me suis, en fait, tout au long de ma vie, même si je faisais du développement économique, j'étais un entrepreneur, c'est-à-dire que dans chaque organisation, on me donnait un mandat. Souvent, le mandat, je l'accomplissais dans un 0,6 mois. Et après ça, ben, je prenais une feuille blanche et de pair avec mes supérieurs ou avec mes collègues, je me rebâtissais une description de tâches. Je me donnais des nouveaux mandats. À l'intérieur d'une entreprise, je grandissais, j'entreprenais, mais de l'intérieur. Alors, je pouvais avoir de grandes visions, prendre de grands risques, tout en étant assuré d'avoir ma paye aux 2 semaines. C'est quand même une formule qui est le fun. Maintenant, lorsque je suis devenu auteur, j'ai fait une campagne de sociofinancement. Je ne voulais pas de subvention. Lorsqu'on me proposait le sociofinancement, même si au début j'ai résisté, même si ça ne me tentait pas, même si j'avais l'impression d'aller quémander de l'argent, ben là, j'ai compris que inviter quelqu'un à nous encourager dans la publication d'un livre, dans la réalisation d'un rêve, c'est pas quémander de l'argent, c'est lui offrir l'opportunité de contribuer à quelque chose de significatif. Et l'échange, l'échange qui se fait dans l'énergie, alors l'argent ne va pas juste contre de la reconnaissance, mais vient en retour d'un livre. Il y a vraiment un échange qui se fait. Alors, c'est comme inviter quelqu'un en pré-vente à acheter notre livre, c'est tout. Ma première campagne de sociofinancement, elle a fait de moi un auteur et un entrepreneur. Et je me suis dit, ça, c'est la meilleure formule du monde pour que chaque personne qui, une fois, qui va venir travailler avec moi avec 1 million de rêves, pour que ces personnes-là n'aient pas à piger dans leur bas de laine familiale, n'aient pas à faire un choix entre le livre et le voyage dans le sud ou les vacances en famille. Mais c'est important pour moi de donner des outils aux personnes. Alors, je travaille avec des auteurs, mais qui deviennent des entrepreneurs. Si ce que je te dis là, si tu pensais un jour travailler avec moi et que ce que je te dis là te fait peur, ben, il faut aller visiter il faut aller visiter d'une part les croyances limitantes, il faut aller voir pourquoi ça bloque, pourquoi ça fait mal, pourquoi ça fait peur. Et peut-être que je ne suis juste pas la bonne personne et c'est tout à fait correct, là. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de partir de l'idée au livre et de l'entrepreneur aspirant, en fait, de l'aspirant auteur à l'entrepreneur et éventuellement
à la rockstar littéraire. Moi, ce que je veux, c'est que la personne soit tellement fière de son livre qu'elle en parle partout. Mon ami Simon Gagnon-Adam, qui a lancé son livre dernièrement, est la parfaite et le parfait exemple, incarnation de la rockstar. Ça ne veut pas dire qu'il faut être flamboyant, qu'il faut danser partout. Ça veut juste dire qu'il faut être fier de son œuvre et d'en parler partout autour de soi. Bref. Alors, ce que je veux, moi, c'est que chaque auteur avec lequel je travaille est autonome et possède son inventaire de livres, que les droits lui appartiennent. Pas question qu'on ait de rapport trimestriel à donner à un bailleur de fonds pour aller quêter des subventions. Non, on entreprend, on va vers l'autre. De toute façon, lorsqu'on se lance dans un projet aussi intime, aussi grand que celui d'écrire un livre, ben, si notre volonté, notre intention n'est pas juste de le faire pour soi, mais de le faire pour le faire connaître, ben, un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix de sortir du garde-robe et d'en parler autour de soi. Alors, aussi bien le faire tout de suite dans le cadre d'une campagne de sociofinancement qui va nous permettre, en plus d'être propriétaire de nos livres et de pouvoir, après ça, être très créatif dans comment on va les vendre avec ce qui nous reste une fois que la campagne est terminée et qu'on a couvert 100% de nos frais. C'est pas rien, là. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas regardé tout à l'heure, mais je pense que je suis rendu à 16 campagnes de sociofinancement depuis 2 ans. C'est fou. Et comment la personne change lorsqu'elle écrit son livre, alors de celle qui veut devenir auteur et qui le devient, bien évidemment qu'il y a une transformation qui se fait, mais autant l'auteur qui devient, qui fait son espèce de coming out créatif, littéraire, et qui devient un entrepreneur, va gagner encore une fois dans sa courbe de progression. Il y a des blocages là qui vont tomber. Mon amie Nathalie Couture qui a lancé tout dernièrement en mars, en avril, début avril, son livre Un voyage d'éveil mystique Sedona, me disait que sa campagne de socio-financement l'a fait angoisser, l'a fait stresser. Mais une fois qu'on s'est ramassé à son lancement, et il y avait 50 personnes dans la salle, bien là, dans la salle, il y avait des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 35 ans. Des gens avec lesquels elle avait repris contact par le biais, en utilisant la carte de la campagne de socio-financement pour leur dire Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je trouve ça important que tu saches que depuis le temps, il s'est passé plein de choses dans ma vie et, entre autres, j'ai écrit un livre. Et si tu as le goût d'en connaître plus sur moi, si tu as le goût de découvrir le parcours, si tu as le goût de savoir ce qui s'est passé depuis la dernière fois où on s'est vu, ou si tu veux savoir, bref, ben, tu peux le faire. Alors, il y a des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 35 ans. Ça l'a forcé à renouer des liens, à aller vers l'autre. Écrire, de toute façon, d'abord, c'est un rendez-vous de soi vers soi, et après, selon l'intention, ben, c'est une odyssée vers l'autre. Alors, faisons-le ainsi. 1 million de rêves, je fête donc les 24 mois, à quelques jours près, là. Et je trouvais ça important de le faire dans le cadre d'un épisode. Puis tu sais quoi, je pense que je vais le faire l'an prochain pour le 3 ans, pile 4 ans, pile 5 ans, pile 10 ans, parce que c'est important. En terminant, en terminant, je vais les nommer, j'en ai fait la liste. Je fais juste te dire qu'en 24 mois, j'ai le total, là, c'est 16 auteurs, c'est 21 livres en 24 mois. C'est presque un livre par mois. Puis là, je ne le dirai pas trop fort, mais il y en a. Et là, je regarde sur mon tableau de planification, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 à venir encore en 2024. Aïe, aïe, aïe. Je te le dis, puis là, je le réalise, puis je ne suis pas sûr que j'aime ça tant que ça. Mais heureusement, à travers tout ça, j'ai des collaborateurs hors pair qui font que même si c'est moi qui suis au micro à la caméra, ben j'ai Charles qui est à la correction, à la révision, qui est une perle. J'ai Alejandro Nathan qui est à l'intégration. Sonia Lapointe qui est au graphisme. Et là, je travaille avec la gang de chez Précis Graphique à Sherbrooke qui font un travail hors pair. Mais je suis aussi très bien servi par l'équipe de Marquis au niveau de l'impression. Et CRM localement, au niveau de l'impression des signets, sont tous des personnes avec lesquelles je travaille maintenant et c'est facile. Et c'est ce qui fait qu'on peut, on peut abattre, on peut accomplir autant en si peu de temps. Alors, je tiens à nommer. Est-ce que c'est dans l'ordre? Pas du tout. Mais je tiens à remercier Vicky, Médéric, Steve, Anne, Marie, Jonathan, Joanne, Sonia, Lise, Gérard, Martine, Simon, Nathalie, Chantal, Raymond et Marissa.
avec lesquels, d'ici la mi-juin, en fait, on aura passé à travers tout le processus et qui tiendront leur livre dans leurs mains. C'est fou. Rappelle-toi que dans un précédent épisode de podcast, je t'ai dit que ça m'a pris 3 ans à écrire mon premier livre. Que pendant 3 ans, j'ai souffert ma vie, je me suis questionné, mais tu sais quoi? Maintenant, je sais que pendant 3 ans, j'ai appris. Pendant 3 ans, je me suis choisi. Pendant 3 ans, j'ai construit des bases solides sur lesquelles aujourd'hui, j'évolue. Pendant 3 ans, j'ai découvert une portion de la recette qui me permet d'accompagner des gens et qui, en moins de 12 mois, de l'idée au livre imprimé entre leurs mains pendant leur lancement, le projet se concrétise. Ma moyenne actuellement, là, elle est à 9 mois. Je ne suis pas une multinationale, je suis juste un passionné de l'humain et je suis entouré de collaborateurs qui le sont autant que moi. Alors sur ce, bien curieux de te lire, de te lire en commentaire sur, bon, là, je t'ai parlé d'1 million de rêves, je t'ai parlé de mon aventure entrepreneuriale, je t'ai parlé des livres réalisés, des auteurs que j'ai rencontrés, des collaborateurs qui m'entourent. Toi, quand tu m'entends parler de ça, dans ta réalité, dans ta sphère d'activité, dans où tu te trouves dans ta vie, qu'est-ce qui fait écho? Qu'est-ce qui résonne? Est-ce qu'il y a un projet qui te fait vibrer comme ça? Est-ce que tu es capable rapidement d'identifier dans un projet qui te fait vibrer autour de toi des gens qui peuvent devenir des jalons importants, des collaborateurs de premier plan? Je disais hier dans un atelier d'écriture que ce n'est pas tant ce que tu connais, mais qui tu connais. On peut passer notre vie à tenter d'apprendre comment. On peut aussi faire le choix de trouver nos qui. Nos qui, là, ce sont des gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà réalisé ce que nous, on veut faire. Et là, ben, ce que j'aime faire maintenant, moi, c'est les analyser, les découvrir, les émuler, trouver leur recette à eux. Je ne veux pas d'un guide technique. Je ne veux pas d'un guide d'assemblage. Je veux un parcours inspirant d'une personne qui a réussi et m'abreuver des gestes qu'elle a commis et de voir de quelle façon je peux m'en approprier une certaine portée, les faire miens et marcher dans ses pas. Pas nécessairement dans ses pas, mais dans son chemin pour accélérer mon itinéraire, l'atteinte de mes objectifs. Alors sur ça, ben, je te dis, écoute, je t'aime, je t'embrasse, je te souhaite une très belle fin de journée et puis on se revoit dans le cadre du prochain épisode avec une invitée pétillante, lumineuse et fort créative. Alors on se voit très bientôt. Ciao, ciao.